L'objectif de l'équipe technique à WeFight, il se décompose en 3 parties. La première, c'est simplement développer le bot, le construire, c'est-à-dire développer les fonctionnalités qui vont l'animer. Donc par exemple, permettre à l'utilisateur d'accéder aux témoignages d'autres patients ou encore de pouvoir poser un rappel de traitement qui va lui rappeler quotidiennement de prendre ses traitements justement. La deuxième partie, ça va plutôt être de développer des outils internes pour nos équipes produits qui, elles, construisent le bot dans le sens où elles vont construire les contenus qui vont être proposés aux utilisateurs, valider les réponses de Vic donc. Et enfin, les derniers outils sont plutôt des outils destinés à l'externe, donc pour nos partenaires, pour nos clients également, pour leur permettre par exemple de suivre certaines métriques sur leur Vic, d'une part, ou par exemple pour des hôpitaux, de pouvoir suivre certaines cohortes de patients, leur proposer des questionnaires ou encore suivre leurs effets indésirables. Le NLP, dans le cadre des chatbots, on retrouve 3 niveaux de complexité principalement. Le plus basique, ça va être un arbre de décision où chaque réponse du bot est induite par un clic de l'utilisateur sur un bouton et ainsi de suite. C'est pour cela qu'on parle d'arbre de décision. À l'opposé, au plus complexe, on va avoir un bot qui va être capable, compte tenu de la question de l'utilisateur, de générer du texte de manière automatique pour s'adapter à cette question. Vic se trouve un petit peu entre les deux sur un modèle hybride qui s'appuie à la fois sur l'arbre de décision mais qui va être aussi capable, lorsqu'il reçoit une question en langage naturel, de répondre à cette question en choisissant une réponse parmi un pôle prédéfini de questions. Donc ces réponses-là sont écrites par les professionnels de santé qui travaillent pour WeFight. Et tout l'enjeu des algorithmes de NLP, d'intelligence artificielle, va être de trouver quel est le contenu le plus probable compte tenu de la question de l'utilisateur. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces algorithmes de NLP sont des algorithmes d'apprentissage automatique, de machine learning en anglais. Donc il en existe beaucoup. Les exemples les plus connus peut-être sont ceux de reconnaissance d'images. Par exemple, qu'un algorithme soit capable de reconnaître un chat sur une image. Et tous ces algorithmes ont pour point commun qu'ils ont besoin d'une base d'apprentissage pour construire ce qu'on appelle un modèle. Donc les algorithmes de NLP vont apprendre sur cette base d'apprentissage et vont apprendre que tel champ lexical ou telle structure de phrase est associée à tel contenu. Par exemple, que nausée plus traitement renvoie sur un effet indésirable du traitement en question, tandis que nausée plus grossesse renvoie plutôt sur le contenu d'une femme enceinte. C'est comme ça que vont s'apprendre les algorithmes et vont définir tout cet ensemble de règles qui va permettre à faire ce qu'on appelle ensuite la prédiction. Pour construire ces modèles de NLP, il y a 3 phases. La première, c'est une phase de normalisation du texte, de standardisation. En fait, il s'agit simplement de mettre le texte en minuscules, de retirer les accents, de retirer la ponctuation, pour le rendre sous une forme la plus neutre possible. On passe ensuite à ce qu'on appelle la vectorisation. La vectorisation, c'est simplement transformer ces valeurs textuelles en valeurs numériques. On passe ensuite à la dernière étape, qui est donc l'apprentissage même du modèle, qui correspond à ce que j'ai décrit juste avant. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on va vouloir scaler un algorithme, que ce soit sur une autre pathologie ou dans différentes langues, on va avoir simplement à adapter un tout petit peu ce système-là. Lorsqu'on va devoir passer dans une nouvelle langue, la seule chose qu'on va avoir à faire, c'est adapter la phase de cleaning du texte, qui forcément est assez différente d'une langue à l'autre. En revanche, les 2 étapes suivantes, que sont vectorisation et apprentissage des modèles, sont quasiment similaires. Il s'agit simplement d'ajuster quelques paramètres, de les optimiser ou à la rigueur de changer de modèle, mais on reste globalement sur les mêmes bases. Et c'est là que ça devient très intéressant car on est en capacité de scaler très facilement, simplement en se basant sur de nouvelles bases d'apprentissage, en traduisant les bases d'apprentissage ou en tout cas en les adaptant à de nouvelles langues. Et la grande force justement de cette intelligence artificielle, c'est que nous en tant que développeurs, on va être capable de construire des algorithmes qui par exemple vont comprendre de l'allemand, là où le développeur qui le construit, qui le développe, ne le comprend pas lui-même. Vic, quand il sort, on dit que c'est une V1 parce que il est sorti à un instant T, il a un certain nombre de réponses, il a un certain nombre de phrases d'entraînement qui amènent à ces réponses et après il va pas être fixé à un instant T, il va être dynamique, il va évoluer. Et ce qu'on va faire pour le faire évoluer, c'est qu'on va l'entraîner, lui apprendre de nouvelles questions pour au mieux cibler les réponses et on va aussi l'enrichir en nouveaux contenus. Et ça, comment on fait? On va faire de la bibliographie, on va faire de la veille sur les nouveaux médicaments, sur les nouvelles recommandations des sociétés savantes, mais on va également regarder les messages en attente qui sont des questions des patients ou des aidants auxquels Vic n'a pas su répondre. Et de là, on va se dire, tiens, les gens s'intéressent à ce sujet-là, on va faire des recherches et agrémenter Vic avec de nouveaux contenus sur ce sujet.